Cachés dans les forêts ou au cœur des montagnes d'Europe, se trouvent les vestiges d'un programme d'armement top secret des nazis. C'est une structure incroyable. Un vaste réseau de laboratoires de recherche, de bases de lancement et de silos à missiles. Et une arme terrifiante telle que le monde n'en a jamais connue. Elle franchissait le mur du son. Le tout premier missile balistique. Ça a changé la face de la guerre et ça a changé l'histoire. Je veux la destruction totale, absolue. Voici l'histoire du génie nazi qui a bâti des bases de missiles ultramodernes, d'où sont sorties les armes révolutionnaires à l'origine de la technologie qui a servi à envoyer l'homme sur la Lune. Le programme de fusée V2. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Samedi 3 octobre 1942. Une équipe de scientifiques nazis arrive sur l'une des installations militaires allemandes les plus secrètes pour le lancement d'une arme totalement nouvelle. À leur tête, Werner von Braun. À 30 ans, c'est le plus grand spécialiste des fusées au monde. L'objectif de von Braun est de créer le premier missile balistique longue portée de l'histoire. Une arme dont les nazis espèrent qu'elle fera basculer le conflit à leur avantage. Elle a franchi le mur du son. Il y a des années, ce n'était pas du tout comme ça. Spécialiste des fusées et expert en missiles V2, le professeur Olaf Schibilski se tient à l'endroit exact où le lancement a eu lieu il y a plus de 70 ans. Les arbres n'étaient pas là, le terrain était complètement plat, pavé par endroits. Nous sommes à Peenemünde, vaste laboratoire nazi bâti dans le but de gagner la guerre. En 1942, les nazis dominent l'Europe. Mais le conflit va bientôt tourner à leur désavantage. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie ripostent. Et Hitler reporte tous ses espoirs sur les missiles pour faire plier les Britanniques. Pour Hitler, il s'agit de terreur. Il faut effrayer les Anglais. Grâce à cette arme, il pense leur faire suffisamment peur pour qu'ils abandonnent le conflit. C'est une arme dont la genèse remonte à plus de 10 ans auparavant. Dans les années 20, von Braun, adolescent surdoué, s'adonne à la nouvelle mode des fusées qui enthousiasme l'Allemagne. Un pan de l'histoire qui passionne Martin Teilmar, du département de propulsion spatiale de l'Université de Dresde. Il y avait un grand engouement pour les fusées. Des associations voyaient le jour en Allemagne de jeunes gens qui se retrouvaient pour essayer de construire des fusées. Elles sont alors alimentées par de la poudre à canon. Et sont par conséquent impossibles à guider, imprévisibles et incapables de parcourir plus de quelques centaines de mètres. En tant qu'armes, elles ne présentent de réels dangers que pour ceux qui les lancent. Ces premières fusées faisaient du bruit, on en prenait plein les yeux, et ça pouvait éventuellement effrayer les régiments de cavalerie. Mais ce n'était en aucun cas une arme efficace. Au début des années 30, Werner von Braun commence à expérimenter une nouvelle technologie, la fusée à combustible liquide. Une arme puissante, capable de parcourir de longues distances. Ces travaux attirent l'attention de l'armée allemande. Elle demande à von Braun une démonstration de son dernier prototype.
Monsieur von Braun, un mot, je vous prie. Le lancement est un échec. L'armée lui accorde pourtant le financement dont il a besoin. Quelle est votre ambition? Je veux aller sur la Lune, construire la fusée qui enverra le premier homme sur la Lune. C'est possible, on peut le faire. Tout cela grâce à Hitler. Lorsqu'il accède au pouvoir dans les années 30, il alloue des fonds quasiment illimités pour la recherche militaire. Hitler a une fascination pour le monumental. Il veut que tout soit toujours plus grand. Le stade qu'il voulait faire construire à Nuremberg pour les rassemblements aurait été le plus grand du monde. Il veut construire le plus large réseau d'autoroutes de la planète. Il veut construire plus de chars et d'avions que tous les autres pays. Il est absolument obsédé par la démesure. Hitler commence à réarmer l'Allemagne. Et en 1935, les nazis demandent à Werner von Braun de construire la première base de lancement de fusées au monde. Un centre ultra sophistiqué où il pourra concevoir, tester et lancer ses dernières inventions. Ce sera le plus grand laboratoire militaire au monde et il fonctionnera dans le plus grand secret. Nous entrons dans la zone du centre de recherche. Et voici le premier poste de contrôle. Il y avait des barrières et des chiens de garde. Cachés dans la forêt se trouvent les vestiges du plus grand complexe militaire jamais construit. C'est à Peenemünde que la science moderne a vu le jour, en partie grâce au travail forcé de prisonniers. C'est l'endroit idéal pour tester des fusées, pour une raison simple. Le vol doit être documenté tout du long. Donc il faut une côte rectiligne. Le littoral, long de plus de 250 km, peut être jalonné de caméras pour filmer les missiles en vol. Une fois le site choisi, les travaux peuvent commencer pour construire la base. En août 1936, 10 000 ouvriers arrivent à Peenemünde. Sur 25 km², ils bâtissent des laboratoires pour plus de 2000 chercheurs, des usines de missiles et des plateformes de lancement. Pour que le projet reste top secret, il est prévu de concevoir et de construire absolument tout sur place. Comme cela va nécessiter un approvisionnement colossal en électricité, von Braun fait édifier une centrale électrique qui va brûler 200 tonnes de charbon par jour. Le professeur Martin Teilmar nous explique son fonctionnement. C'est incroyable. C'était l'une des plus grandes centrales électriques à être construite à la fin des années 30, uniquement pour alimenter un centre de recherche. 30 mégawatts, utilisés en majeure partie pour fabriquer du propergol, de l'oxygène liquide. Ça offre des possibilités illimitées. « 75% de l'énergie produite est destinée à l'immense usine d'oxygène liquide qui fournit le carburant pour les fusées. De la taille d'un terrain de football, l'usine d'oxygène liquide produit 13 000 kg de carburant par jour, suffisamment pour alimenter 2 fusées V2. Cet endroit était vraiment révolutionnaire. On y a créé des installations qui n'existaient pas ailleurs. La fusée en soi est une énorme avancée scientifique, mais la technologie mise en œuvre pour la construire l'est également. La soufflerie est la toute première au monde capable de simuler la vitesse incroyable des missiles. Imaginez, une soufflerie supersonique à Mach 4,4. Ce genre d'endroit était impensable auparavant. Le développement des armes V à Peenemünde
coûte l'équivalent de plus de 30 milliards d'euros actuels. En 1938, le centre est opérationnel et la direction en est confiée à Wernher von Braun. Mais loin de l'isolement de Peenemünde, l'histoire va donner un caractère d'urgence aux travaux de Wernher von Braun. Hitler entend plonger l'Europe dans la guerre. Il y a des figures importantes du gouvernement allemand qui voient dans les fusées développées par von Braun les armes clés du conflit à venir. Après avoir investi des milliards, l'armée a hâte de pouvoir enfin tester un missile opérationnel. Mais il y a un problème. Les premiers prototypes de von Braun essuient plusieurs échecs d'affilée. Les moteurs ne sont pas assez puissants et il est impossible de contrôler la fusée en vol. Il y avait des explosions sur la plateforme de lancement, au décollage et en vol. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. On vient de demander à von Braun de présenter son dernier prototype au Führer en personne. Sur cette démonstration repose l'avenir du programme nazi de développement de fusées. En mars 1939, un groupe de hauts dignitaires nazis se retrouve dans un endroit gardé secret pour assister à l'essai du dernier prototype de moteur fusée de Wernher von Braun. Tous les yeux sont tournés vers le Führer. Mein Führer, nous estimons que notre fusée est capable d'atteindre la vitesse de 5000 km/h en seulement 30 secondes. Le prototype fonctionne parfaitement. Mais bien qu'il continue d'allouer des fonds au projet, Hitler refuse d'en faire une priorité. Ça peut paraître étonnant qu'Hitler ne s'intéresse pas plus que ça à une technologie de pointe aussi futuriste, mais il estime qu'il n'aura pas besoin de missiles stratégiques. En septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. La Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. En moins d'1 an, l'Europe est presque entièrement occupée. L'amour d'Hitler pour les armes conventionnelles lui a donné raison. Lorsqu'Hitler envahit l'Europe occidentale, il le fait en quelques semaines, et effectivement avec une armée conventionnelle, chars, infanterie et aviation opérant en liaison. Pourquoi aurait-il besoin d'armes stratégiques? Pourquoi aurait-il besoin de missiles? Von Braun ne se laisse pas abattre et continue de travailler pour produire enfin un missile opérationnel. Chaque lancement est filmé par des caméras. En l'absence d'ordinateur pour simuler les essais, la seule façon de tester une fusée consiste à la faire décoller. Nous sommes ici dans le Saint des Saints, à Peenemünde. C'est là que les nazis essayaient de faire voler leurs fusées. L'aire de lancement est entourée d'un monticule de terre et de béton armé destiné à protéger le personnel. Les fusées sont censées décoller puis longer la côte. Mais les lancements se passent rarement comme prévu. Voici un extincteur, ou plutôt une bouche d'incendie en cas d'explosion. En plus de risquer des vies, un lancement raté détruit des milliers de composants précieux.
Les ingénieurs passent donc plusieurs semaines à préparer chaque essai. Pour éviter de faire sauter des milliers de personnes, chaque lancement doit être soigneusement préparé. Le pas de tir est au centre, à côté de la zone d'essai du réacteur qui comporte un fossé d'évacuation des flammes. En face se trouve un bunker d'observation. Un pont mobile emmène la fusée sur des rails depuis un hangar de montage, d'une hauteur de 9 étages. Les fusées étaient suspendues dans le hangar où l'on vérifiait les composants électriques et les composants électroniques. Et si tout était en ordre, la fusée était transportée sur des rails jusqu'à la zone d'essai que l'on voit là-bas. L'excitation était à son comble juste avant le lancement, lorsque les relais étaient installés et que chacun espérait que ce soit réussi. Mais la réussite se fait attendre. L'été 1942 voit se succéder une série de lancements ratés. Ils avançaient pas à pas, en tâtonnant. C'était très laborieux. Il fallait examiner les restes des fusées, chercher les indices, tenter d'identifier la cause de la défaillance. Von Braun a deux problèmes techniques importants à résoudre. D'abord, concevoir un moteur capable de propulser une fusée de 13 tonnes à plus de 4 fois la vitesse du son et transportant suffisamment de carburant pour couvrir une distance de près de 200 km. La fusée décollait bien droit, tout avait l'air parfait, mais visiblement, le moteur se coupait prématurément. La chaleur extrême produite par la combustion du carburant endommage le moteur. La solution de Von Braun consiste à faire circuler l'ergol dans une double paroi autour du moteur. Ce circuit de refroidissement assure le bon fonctionnement de l'ensemble. Von Braun doit également trouver comment conserver la stabilité et la trajectoire des fusées une fois en vol. Comme on peut le voir, au décollage, tout se passe bien. Mais presque immédiatement, elle se met à vriller et elle retombe. Donc il semble bien qu'il y ait un problème de navigation. Elle part dans la mauvaise direction. À l'époque, il est impossible de diriger une fusée depuis le sol. Alors, pour que les V2 conservent leur trajectoire en vol, Von Braun les équipe de gyroscopes et de gouvernail, afin qu'elles se pilotent elles-mêmes. Après des années de recherche, Von Braun pense avoir enfin construit une fusée opérationnelle. Samedi 3 octobre 1942. Von Braun et ses commanditaires nazis attendent le lancement de son tout dernier prototype. Elle a franchi le mur du son. C'est très bien. Oui, mais est-ce qu'elle atteindra sa cible?
rendez compte de ce qu'on a réussi? Nous avons créé une navette spatiale. Tout à fait! Si vous croyez que votre casse-tête est fini, je peux vous dire qu'il ne fait que commencer. Dans le plus grand secret et à l'insu des Alliés, Wernher von Braun vient de concevoir le premier missile balistique. Il a envoyé dans l'atmosphère, sur une distance de 190 km, une fusée de 13 tonnes qui s'est finalement abîmée dans la mer Baltique. Il va bientôt pouvoir fournir à l'armée allemande un coup de pouce dont elle a bien besoin. Fin 42, début 43, la guerre n'est plus à l'avantage d'Hitler. Son invasion surprise de la Russie s'enlise. C'est un véritable gouffre en termes de perte d'hommes, de matériel et d'argent. Qui plus est, les Japonais ont bombardé Pearl Harbor, ce qui a fait entrer les Américains dans le conflit contre les forces de l'Axe. Hitler commence à perdre le sens des réalités et parle de plus en plus de ces armes miraculeuses qui vont sortir l'Allemagne de cette situation désespérée. L'une de ces armes miraculeuses n'est autre que la fusée de von Braun. En juillet 1943, Hitler convoque von Braun et le directeur du programme, Walter Dornberger. On m'a dit que vous aviez fait des progrès intéressants, Dornberger. C'est exact? Oui, mein Führer. Von Braun va vous expliquer. Vous voyez ici le premier projectile envoyé dans l'espace. En l'espace de 30 secondes, il a atteint la vitesse d'environ 5000 km à l'heure. Il peut frapper Londres en moins de 3 minutes. Son ogive contient une charge explosive d'1 tonne. Il faut une plus grosse ogive. Une plus grosse ogive, ce n'est pas possible. Je veux la destruction totale. Absolue. Von Braun est victime de son succès. Il voulait attirer l'attention d'Hitler, c'est fait. Le Führer exige immédiatement plusieurs milliers de V2. Il demande qu'il soit produit à un rythme que von Braun est incapable de fournir. Ce qu'Hitler ignore, c'est qu'il a vu le seul et unique lancement réussi du missile. Mais pendant que von Braun se concentre sur la production d'une fusée fiable, l'aviation alliée envahit le ciel allemand. Qui plus est, à l'insu des nazis, un avion de reconnaissance de la RAF a rapporté des clichés de la base secrète de Peenemünde. Les bombardiers britanniques approchent. Durant l'été, Wernher von Braun travaille sans relâche avec son équipe d'ingénieurs pour construire un missile opérationnel. Il a besoin d'un peu plus de temps pour fournir enfin à Hitler l'arme dévastatrice qui l'attend. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Vous avez une cigarette? Oui. C'est le brouillard artificiel? Tout le monde à couvert! Peenemünde est la cible de plus de 500 bombardiers britanniques. La base top secrète n'est plus un secret. Il faut sauver les plans! Dix années de travail de plusieurs milliers de personnes sont en train de partir en fumée. Les Alliés espèrent retarder l'achèvement de la fusée de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Si le chef de projet von Braun est tué et que son travail est détruit, le programme s'arrêtera net. Plus de 1800 tonnes de bombes sont larguées sur Peenemünde. Ici, on est sur le lieu d'un impact qui a formé ce cratère. L'étendue colossale de Peenemünde en fait une cible facile pour les bombardiers.
Une fois que les services secrets britanniques ont compris que c'était Peenemünde, la base devenait vulnérable. Elle n'était pas souterraine et il était impossible de la protéger contre la supériorité aérienne alliée. Von Braun a survécu. Mais la base de Peenemünde n'est plus un endroit sûr. Elle est impossible à défendre contre les attaques aériennes. Il faudra déplacer le centre de recherche à l'abri des bombardiers alliés pour parvenir à l'objectif final, la destruction de Londres. Les ingénieurs se mettent immédiatement en quête d'un nouvel endroit en plein cœur de l'Allemagne. Mais où cacher ces gigantesques fusées et tout le matériel nécessaire à leur construction? La réponse se trouve dans une mine abandonnée au centre de l'Allemagne, appartenant à la société Mittelwerk. Jens Christian Wagner est le spécialiste du site. Ici, au cœur de l'Allemagne, il y avait un immense réseau de tunnels qui avait été construit en 1936. C'était une mine de gypse que les nazis Peenemünde était à la pointe de la modernité et de la technologie. Et ils voulaient recréer cela à Mittelwerk, c'est-à-dire dans une grotte humide et sombre. « 7000 esclaves creusent 2 tunnels parallèles, d'une longueur totale de plus de 3 km. Le premier contient une route et 2 voies de chemin de fer pour le matériel. Le second renferme les machines pour construire les fusées. Ils sont reliés par 46 tunnels plus petits de 150 mètres chacun. En tout, il y a 11 km de galeries pour une surface au sol de 93 km². Voici une partie de la chaîne de montage des V2. Du point de vue des nazis, c'est une vraie réussite. Cette usine a été construite en 4 mois. Mais tandis que l'usine commence tout juste à produire des fusées, Werner von Braun se voit assigner un nouvel administrateur. À mesure que le conflit dégénère, les SS cherchent à asseoir leur pouvoir dans la hiérarchie militaire. Leur convoitise porte bien sûr sur le programme de fusée de von Braun. Le général SS Hans Kammler s'est fait un nom en améliorant l'efficacité des fours crématoires à Auschwitz. Hans Kammler était impitoyable. C'était un spécialiste de la destruction. Il a désormais repris les rênes de l'usine et de son personnel de travailleurs esclaves. Von Braun a reçu l'ordre de se concentrer sur les défauts de conception et de laisser la fabrication à Hans Kammler. La productivité passe de 50 V2 en janvier 1944 à 437 en mai. Mais les fusées sont construites dans des conditions effroyables et la plupart sont défectueuses. Les premiers missiles qui ont été construits là-bas ont été assemblés par des ouvriers non qualifiés et des prisonniers. C'était de la camelote, de la pure camelote. En 1944, les nazis ont plus que jamais besoin des V2. Le conflit tourne résolument en faveur de l'ennemi. Les Russes poursuivent leur avancée à l'est. Et l'aviation alliée bombarde les villes allemandes. L'usine de Mittelwerk reçoit l'ordre de sortir 900 fusées par mois. Et Kammler utilise des méthodes brutales pour augmenter la productivité. De nombreux prisonniers sont morts, battus, assassinés par les SS et les contremaîtres civils. La plupart sont morts d'épuisement. D'autres sont morts de faim.
Environ 10 000 prisonniers ont vécu et sont morts ici, sous terre. Hans Kammler produit les V2 en un temps record. Mais il reste toujours un problème de taille à résoudre. Où construire les rampes de lancement? Et surtout, comment les protéger? Les Allemands ne peuvent pas lancer les V2 depuis Mittelwerk, c'est trop loin. Ils doivent se rapprocher de leur cible principale, la Grande-Bretagne. Il faut donc les lancer depuis le nord de la France. Hitler ne tient pas compte des demandes de l'armée pour des petits sites mobiles moins facilement repérables et ordonne la construction d'une énorme base de lancement, la coupole. Inévitablement, Hitler s'en mêle. Et inévitablement, là encore, il choisit l'option grosse artillerie, à savoir une gigantesque base de lancement fixe. Sous un immense dôme de béton, les fusées pourront être préparées puis lancées sur Londres. C'est une construction incroyable. Arthur van Beveren est un spécialiste des fortifications allemandes dans le nord de l'Europe. C'est une structure exceptionnelle. 71 mètres de diamètre, 5 mètres d'épaisseur, 55 000 tonnes. Ils ont fait couler une énorme quantité de béton sur la colline. Puis ils ont creusé le calcaire en dessous. Construire ce dôme leur a permis de continuer à travailler au cœur de la colline, même sous le feu des attaques aériennes. Grâce à sa densité et à sa forme, la coupole résiste aux bombes, même les plus puissantes. On voit encore un morceau de béton qui faisait partie d'un mur par lequel sortaient les V2. Puis on les amenait sur ce terre-plein là-bas où se trouvait la plateforme de lancement. C'est ici que les trains pénétraient sous la coupole. Les fusées étaient posées sur des wagons à l'horizontale et passaient par ce tunnel. En 1944, les nazis ont désespérément besoin de missiles opérationnels. Ils subissent la contre-offensive des Alliés en Italie et des Russes en Europe de l'Est. Ils prévoient de stocker des V2 dans ces tunnels en attendant de s'en servir. Nous entrons maintenant dans une portion du tunnel qui est normalement interdite au public parce qu'elle n'est pas terminée. C'est dangereux, ça n'a pas été stabilisé. Nous sommes plusieurs centaines de mètres sous terre. Les V2 avaient besoin de carburant, de l'oxygène liquide. Il était prévu de construire une usine d'oxygène liquide souterraine dans le but de fournir suffisamment de carburant pour lancer au moins 15 fusées par jour. Les galeries de cette gigantesque construction sont équipées d'hôpitaux, de casernes et de toutes les infrastructures nécessaires au personnel pour vivre entièrement sous terre. On peut voir comment il perçait ces murs de calcaire. Je peux presque le faire à main nue. Si c'est bien ce que je crois, on dirait un forêt qu'ils utilisaient en 1944. Voyons si ça correspond. Je suppose que oui. Ça colle parfaitement. C'est incroyable de retrouver ça 70 ans après, à l'intérieur de ces tunnels. On voit ici une poutre. Je ne sais pas si c'est très prudent de passer en dessous. Elle est complètement pourrie. Sous la coupole, un hall gigantesque doit accueillir les missiles pour leur préparation avant le lancement. Nous arrivons dans la salle octogonale. Ce n'est pas vraiment une salle, mais un énorme hall de 6 étages qui se trouve juste sous la coupole.
Il fait 24 mètres de haut en tout, au cœur de la colline. C'est incroyable. Les fusées V2 étaient amenées par les tunnels jusqu'ici, puis on les redressait. Et vous voyez ici, il y a un étage et un autre plus haut, etc. Chaque étage avait sa propre équipe préposée, par exemple au carburant ou à l'ogive. Une fois que le V2 était prêt, il était amené jusqu'au pas de tir à l'extérieur pour être lancé sur Londres. Les nazis ont l'intention de lancer jusqu'à 15 fusées par jour depuis la coupole pour anéantir Londres. Dès que les missiles arriveront d'Allemagne, les Britanniques subiront un bombardement incessant. Mais à Mittelwerk, les fusées qui sortent de l'usine souterraine souffrent toujours d'un cruel manque de fiabilité. Notre gros problème, c'est la qualité des matériaux et de la fabrication. Et le général SS Hans Kammler met la pression sur von Braun pour qu'il trouve une solution. Dans la première moitié de 1944, le programme de missiles nazis touche enfin au but. Les fusées de Werner von Braun sont sur le point de décimer la Grande-Bretagne. Elles sont officiellement baptisées V2. V comme Vergeltungswaffe, arme de représailles. Il ne reste plus qu'un obstacle à franchir. Après leur lancement, de nombreux missiles souffrent de problèmes techniques. Ils s'élèvent sans encombre dans la stratosphère, puis sont victimes d'une étrange défaillance. Il faut que les 3000 pièces fonctionnent parfaitement bien ensemble. Et si un palier ou un relais est défectueux ou qu'une valve n'est pas suffisamment étanche, la fusée ne volera pas. Von Braun ne comprenait pas pourquoi les fusées ne tenaient pas le choc. Un élément lui rend la tâche encore plus difficile. En 1944, il n'existe pas encore de technique permettant de filmer les fusées en gros plan, à haute altitude. Tandis que les Alliés bombardent l'Allemagne, von Braun va jouer son va-tout, au péril de sa vie. Il décide de s'approcher au plus près d'une fusée défaillante, tandis qu'elle retombe vers le sol. Il échappe de peu à la mort, mais trouve la réponse à sa question. Il constate que le corps de la fusée a été déformé avant de s'écraser à terre. Il en déduit que la structure et l'enveloppe externe du missile se déforment sous l'extrême pression du vol supersonique. Von Braun fait renforcer le fuselage et le taux d'échec diminue de manière conséquente. 2 ans après le premier vol, von Braun a enfin construit un missile fiable. Les V2 commencent à sortir des chaînes de montage. Le bombardement de Londres est prévu dans quelques semaines. Mais en juin 1944, le programme de fusée va subir 2 revers dont il ne se relèvera pas. Les Alliés ont découvert que la coupole était un site de lancement possible. Elle est la cible d'un bombardement intensif par les Britanniques. La coupole a un énorme défaut de conception. Son toit est un dôme de béton très épais et impénétrable, mais le calcaire autour est très friable. Donc les bombardements ont détruit tous les tunnels logistiques autour, ce qui a mis la coupole hors d'action avant même qu'elle n'ait lancé un seul missile. Puis, le 6 juin, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Juste quand von Braun s'apprêtait à lancer ses V2 contre la Grande-Bretagne, les Alliés lancent l'offensive terrestre au nord de la France. Les sites dont von Braun a besoin pour envoyer ses missiles sur Londres sont menacés par les forces alliées. Hitler a commis une erreur fatale. Les sites fixes qu'il a exigés représentaient des cibles faciles pour les Alliés. En désespoir de cause,
les nazis optent enfin pour des rampes de lancement mobiles, comme l'armée le préconisait depuis le début. Une rampe de lancement mobile peut se déplacer n'importe où. On peut la cacher dans une forêt ou dans des zones construites. Elle a l'avantage d'être plus difficile à repérer. Après 11 ans de développement, le général SS Hans Kammler supervise le premier tir de missile sur Londres le 8 septembre 1944. L'arme de terreur d'Hitler est enfin opérationnelle. Avec cette campagne de bombardement, Hitler espère détruire Londres et d'autres grandes villes. Il veut démoraliser les Anglais. En l'espace de 6 mois, plus de 3000 V2 sont envoyés sur Londres, le sud de l'Angleterre et la Belgique. Pour les civils, les V2 arrivaient à une vitesse supersonique au sol. Donc on ne les entendait pas et ils atteignaient leur cible en quelques minutes. Il était impossible de lancer l'alerte et de se cacher. C'était terriblement effrayant. Mais les V2 arrivent trop tard pour changer le cours de la guerre. En 1945, les Alliés pénètrent en Allemagne et forcent les rampes de lancement mobile à reculer hors de portée de l'Angleterre. Le dernier V2 qui touche Londres explose le 27 mars 1945. Au total, plus de 5000 personnes ont été tuées par ces missiles. Si les V2 avaient été opérationnels 6 mois plus tôt, le débarquement n'aurait peut-être pas eu lieu. Mais l'envergure et le coût faramineux du projet ont eu pour conséquence qu'il a été achevé trop tard pour sauver l'Allemagne et a peut-être même contribué à sa défaite. Le 2 mai 1945, von Braun se rend aux Américains en Bavière. Les États-Unis font prisonnier le cerveau du programme de missiles. 5 jours plus tard, la guerre en Europe est finie. Mais la carrière de von Braun dans l'astronautique ne fait que commencer. Von Braun et 600 scientifiques allemands et leurs familles sont expédiés en Amérique, ainsi qu'une centaine de fusées V2. Avec les Américains, il a eu la possibilité de poursuivre ses recherches dans le sens qu'il souhaitait, c'est-à-dire le voyage spatial. Le président Kennedy s'entiche de von Braun, qui réalise enfin son ambition de toujours lorsque sa fusée Saturn V envoie Neil Armstrong sur la Lune. La NASA lui décernera une médaille pour service exceptionnel en 1969. Ces V2 n'ont pas gagné la guerre, mais ils auront finalement conquis l'espace et changé le cours de l'histoire. It's one small step for man, one giant leap for man.